Notre invité ce matin, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen, bonjour. Vous êtes avec nous jusqu'à 9 heures pour répondre à mes questions. Ensuite 9 heures, 9h30 avec les auditeurs pour répondre à toutes les questions des auditeurs, à la fois sur RMC et sur BFM TV. Attentat terroriste à Londres, plusieurs victimes, des lycéens français blessés. Ils venaient de Concarneau dans un état grave. Est-ce qu'on a besoin de plus de collaboration en Europe pour lutter contre le terrorisme ? De toute façon, de tout temps, les services de renseignement entre pays ont travaillé ensemble, pas seulement en Europe d'ailleurs, car se limiter à l'Europe serait à mon avis une erreur. Il faut également que les services de renseignement travaillent avec les services syriens, qui sont plutôt très bien informés sur le développement du fondamentalisme islamiste, avec les services algériens, qui également sont de très bon niveau. Donc c'est une coopération mondiale qu'il faut obtenir dans ce domaine. Je vous rappelle que d'ailleurs, au moment de l'attentat je crois que c'était aux États-Unis, vous vous souvenez, hein, eh bien les services de renseignement russes avaient informé les services de renseignement américains que les deux frères en question, c'était à Boston, c'est ça, avaient des profils dangereux et des visées manifestement aux États-Unis depuis plusieurs années. Donc bien sûr, tous les pays du monde doivent évidemment collaborer et permettre à leurs services de renseignement de s'échanger des éléments qui permettent d'éviter les attentats. Pour peu qu'ils puissent être empêchés, car le problème aujourd'hui, on le voit bien, c'est une forme de terrorisme low cost, c'est-à-dire que ce sont des personnalités radicalisées qui, du jour au lendemain... Qui agissent seules, bien souvent. Qui agissent seules. Oui. Il n'y a plus les réseaux que l'on pouvait connaître au moment d'Al-Qaïda et des attentats des Twin Towers. Donc voilà, c'est une nouvelle forme de terrorisme qui nécessite de prendre toutes les mesures qui, à mon avis, ne sont pas prises aujourd'hui. Oui, vous dites je vais éradiquer le terrorisme. Oui. C'est ce que vous avez dit. Mais moi je me souviens, dans une bien moindre mesure, de candidats qui disaient il n'y aura plus de SDF dans la rue, ou il n'y aura plus... C'est pas Est-ce si simple, éradiquer le terrorisme? Est-ce si simple, franchement, Marine Le Pen? Oh, mais rien n'est simple, bien entendu, dans ce domaine. Mais il y a toute une série de mesures à prendre qui n'ont pas été prises. Lesquelles? Vous êtes président de la République, lesquels? Alors d'abord, premièrement, maîtriser nos frontières, car c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est l'alpha. Sans cette condition, nous sommes totalement aveugles. La Grande-Bretagne maîtrise ses frontières. Oui, d'accord. Enfin, sauf que je pense qu'on découvrira que peut-être c'est un citoyen britannique en l'occurrence. Oui, donc maîtriser ses frontières, ça ne... Il faut évidemment expulser immédiatement tous ceux qui ont un lien avec le fondamentalisme et qui sont étrangers, car nous n'avons aucune raison de prendre ce risque de laisser sur notre territoire des étrangers dont nous sommes convaincus qu'ils sont radicalisés. Il faut la déchéance de la nationalité pour ceux qui sont dans cette situation et qui sont convaincus d'avoir des liens avec le fondamentalisme islamiste. Il faut fermer les mosquées radicales. Il faut expulser les prêcheurs de haine. Il faut couper l'oxygène, et notamment les finances, à l'intégralité de ces structures qui pullulent sur notre territoire et qui, sous le masque d'associations sociales, culturelles, sont en réalité des associations prosélytes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mener la guerre, non pas seulement au terrorisme, mais à l'idéologie qui est à la base de ce terrorisme, c'est-à-dire le fondamentalisme islamiste. Est-ce que vous pensez que, par exemple, en France, l'État français ne le fait pas? Il ne le fait aujourd'hui. Écoutez, il ne le fait pas. Je vais vous donner un exemple clair. Il y a un article du Code pénal qui s'appelle l'article 411.4, qui est l'article qui permet de condamner ceux qui sont convaincus d'intelligence avec l'ennemi. Mais pour cela, il faut que l'ennemi soit désigné. Or, le gouvernement français n'a toujours pas fait la liste des organisations qui sont des organisations ennemies de la France. Al-Qaïda, Boko Haram, Al-Nosra, etc., etc. Mais cette liste n'existe pas. Donc l'article 411.4 ne peut pas aujourd'hui être mis en œuvre. Objectivement, c'est une gigantesque carence. Et puis ça, c'est sur notre territoire. Alors vous étiez au Tchad, justement, parlons de la lutte contre le terrorisme, puisque les troupes françaises luttent contre le djihadisme au Sahel. Voilà, donc je suis allé au Tchad, rencontrer les militaires de l'opération Barkhane, mais également rencontrer le président de la République du Tchad, qui est à la tête du G5 Sahel, qui vise en réalité à constituer une armée africaine qui est soutenue par la France dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Si
nous ne continuons pas à lutter contre les groupes armés terroristes dans le Sahel, il est évident que nous ne pourrons pas maîtriser ceux qui viendront. Donc nous maintenons nos troupes là-bas. Bien sûr, il faut maintenir nos troupes et il faut peut-être transformer... Bonne décision du président de la République. Oui, mais d'ailleurs que nous avons soutenu, que ce soit l'intervention au Mali ou que ce soit l'opération Barkhane, nous avons soutenu cela. Mais encore faut-il donner à notre armée les moyens. Et peut-être faut-il aussi donner aux armées africaines les moyens. Nous devons les aider en termes de structuration, de matériel, ça n'est pas de l'argent d'encadrement. Oui, ça n'est pas de l'argent perdu. L'objectif, encore une fois, n'est pas que la France reste ad vitam aeternam là-bas. L'objectif est de permettre, encore une fois, la structuration de ces armées africaines pour qu'elles puissent elles-mêmes assurer la sécurité de leur territoire. Car on le voit bien, et j'en ai longuement discuté avec le général de Walmont, dès que la pression se lève sur un territoire, les terroristes islamistes reviennent. Et ça, c'est un danger absolument majeur. Donc c'est aussi en amont dans cette bande du Sahel qu'il faut absolument intervenir. Revenons en France. Démission de Bruno Le Roux, qui était ministre de l'Intérieur, logique, cohérente? Oui, c'est cohérent, oui. Cohérent? Vous avez... Pourquoi cohérent? C'est cohérent parce que je pense qu'il admet lui-même qu'il est coupable de faits qui sont éminemment contestables. Objectivement, le fait d'embaucher comme assistante parlementaire des gamines de 15 et de 16 ans, il n'y a pas une justification possible. Je pense que M. Leroux s'en est évidemment rendu compte. Vous faites le parallèle avec François Fillon? Non, enfin je ne fais pas le parallèle avec François Fillon pour une raison simple, c'est que l'un est ministre et l'autre en l'occurrence ne l'est pas. Bon, en tout cas sur leur fonction, la situation est différente. Oui, est-ce que vous avez des doutes sur la probité de François Fillon et sur ses rapports à l'argent? Bon, je n'ai pas de doute, je pense que tout révèle aujourd'hui que François Fillon a manifestement est un homme qui aime l'argent, voilà, et qui a commis des actes qui lui ont permis un enrichissement personnel, voilà, un enrichissement personnel. Est-ce que ces actes sont pénalement répréhensibles? Ça n'est pas à moi de le dire, c'est à un juge, mais son caractère quand même se révèle au travers de l'intégralité de ces déclarations qui ne devraient pas d'ailleurs arriver dans la presse, parce que quand on lit, si vous voulez, les déclarations de ces enfants qui ont été faites devant la police, où il demande à sa fille de rembourser son mariage, à son fils de rembourser son argent de poche, bon, évidemment on se fait une opinion, et cette opinion est extrêmement dure sur M. Fillon. Mais quand on est garant de l'état de droit, quand on y est attaché, objectivement, ça vous choque pas? Cette violation systématique du secret de l'enquête, du secret de l'instruction, avec des procès-verbaux qui sont dans l'intégralité des journaux. Est-ce que, tout de même, le président de la République, le ministre de la Justice ne devrait pas se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fonctionnement de la justice quand cette règle, qui est une règle qui, encore une fois, a des bonnes raisons d'exister, est systématiquement violée? Parce que le problème de la violation, si vous voulez, de l'enquête, du secret de l'enquête et de l'instruction, c'est que après tout, ce sont ceux qui commettent ce délit et ceux qui le publient, qui décident ce qu'ils publient. Est-ce qu'ils vont publier des choses qui sont à décharge, par exemple, dans l'enquête? Probablement non, parce que ça fait moins le buzz. Donc je trouve ça pervers, je trouve ça inquiétant sur, encore une fois, la confiance qu'on doit avoir dans la justice et que beaucoup n'ont plus à cause de ce type de comportement. Je vais vous poser une question très directe. Est-ce qu'on peut élire un président de la République ou une présidente de la République sur lequel ou sur laquelle pèsent des soupçons? Non mais c'est quoi un soupçon? C'est un soupçon? Une mise en examen, par exemple, ou je ne sais pas, une mise en examen, oui, une mise en examen. Ça veut dire que vous souhaitez, par exemple, que la présomption d'innocence soit supprimée de notre droit. C'est pourtant une règle fondamentale. Je vous rappelle que M. de Villepin, qui a été accusé pendant des mois, dans l'affaire Clearstream, d'avoir été à l'origine de l'inscription sur la liste du nom de Nicolas Sarkozy, a été considéré et traité comme un coupable pendant des mois. Et il a été relaxé. Vous refusez de vous présenter. Pourquoi? De vous présenter devant les juges à une convocation, pourquoi? Parce que je pense que la justice est instrumentalisée. Il y a 15 mois, j'ai réclamé, moi, la nomination d'un juge d'instruction. Il y a 15 mois. On m'a dit non. Et on nomme ce juge d'instruction qui s'agite à quelques semaines... Qui fait son travail, qui s'agite, oui, peut-être. Quelques semaines de l'élection présidentielle.
Oui, je trouve ça éminemment suspect. Je pense qu'il y a une volonté d'instrumentaliser la justice pour pouvoir nuire à telle ou telle candidature. Donc nous sommes Donc là vous dans vous ce qu'on présenterez appelle... devant la justice. Bien sûr. Quand? Après les législatives? Ah, bah écoutez, si je suis élu après mon mandat, Oui. si je ne suis pas élu après les législatives. Je vous rappelle quand même que j'avais d'ailleurs suivi la même ligne de conduite au régional, où là encore, comme par hasard, j'avais été Oui, convoqué. il y a des élections régulièrement dans Oui, ce pays. oui, mais enfin écoutez, quand vous regardez le calendrier, honnêtement, il n'y a pas de doute. Bon, j'avais été convoqué quelques jours avant les élections régionales. J'avais dit aux magistrats, je me rendrai à votre convocation après les élections régionales. Et j'ai été mise hors de Mais cause, pourquoi monsieur ne pas Bourdin. répondre au juge si vous n'avez rien à craindre? Mais parce je que ne je ne comprends pas. participe pas à cette instrumentalisation. Chaque citoyen Alors, je français répond à ces convocations. Oui, mais je pense que là, en l'occurrence, Oui. il y a une instrumentalisation. Et c'est d'ailleurs parce que nos législateurs savent qu'il y a un risque d'instrumentalisation de la justice qu'a été mis en œuvre comment dire, la possibilité pour Oui. un député de se tourner vers son assemblée, voilà, en disant je veux que vous vérifiez s'il n'y a pas ce qu'on appelle un fumus persecutionis, c'est-à-dire si en réalité je ne suis pas poursuivi à raison de mon mandat. Je suis désolé, moi je suis attaché à cette règle, de la même manière, Monsieur Bourdin, pardon, mais que je suis attaché, par exemple, au statut de salarié protégé. Il y a des salariés protégés dans notre pays, contre lesquels les procédures peuvent exister, mais elles doivent suivre un certain nombre de règles précises pour vérifier que l'employeur, en réalité, ne poursuit Vous pas... pensez aux syndiqués, par Bien exemple, sûr, aux salariés syndiqués. ne poursuit pas Oui. le salarié à raison de son mandat pour l'intimider, pour faire pression sur lui. Eh bien, il en est de même lorsqu'on est un élu d'opposition. Évidemment, il y a un risque, et là je pense que le risque est avéré, que le pouvoir politique se serve de la justice pour tenter de faire pression, d'intimider. Si vous êtes élu présidente de la République, Marine Le Pen, est-ce que vous supprimerez l'immunité présidentielle? Pas du tout. Et pourquoi? Mais parce que si je Pourquoi? supprime l'immunité Oui. présidentielle, alors c'est le gouvernement des juges. Alors un juge peut remettre en cause, la volonté populaire exprimée dans le cadre des élections présidentielles. Je trouve ça terriblement dangereux. Voilà. Beaucoup plus dangereux, très entre nous, que de laisser en place La l'immunité voix du peuple présidentielle. passe devant la justice. Ah oui. Oui. Bien sûr, Oui. évidemment. Donc François Fillon a raison. Évidemment. François Fillon a entièrement raison. Mais Monsieur Bourdin, évidemment que un juge Oui. ne peut pas je parle de remettre la en justice, cause. là. Non mais d'accord, Oui. mais c'est pas la justice. La justice, ce sont des hommes et des femmes, pardon. Dans les juges, il y a toute une série de gens. Il y a des juges remarquables, et puis il y a des juges qui sont politisés. Nous le savons. Enfin, je veux dire, l'existence même du syndicat de la magistrature le démontre. Il y a C'est des juges minoritaire, hein. qui sont d'accord, mais minoritaires. Mais ça fait combien de juges, dites-moi? Combien ça en fait quand même? Alors c'est minoritaire sauf le jour où vous tombez dessus. Et là, croyez-moi que c'est un fait, ça devient un fait Bon, quand même mais- majoritaire. Un syndicat de la magistrature qui intervient dans l'intégralité des élections pour distribuer les bons points, pour appeler à voter Donc vous donnez raison à François Fillon. pour ou contre les uns et les autres, qui punaise sur un mur Oui, des cons, oui. des responsables politiques, des parents Il y de aura victimes. procès, il y aura procès Dites-moi qui va combien- arriver Ah bah, en dites-moi, 2018. Combien de temps a mis ce procès 4 pour ans. arriver? 4 ans. 4 ans. C'est quand même moins rapide que pour M. Fillon, vous admettrez. Alors est-ce que François Fillon a raison de finalement d'ignorer ces poursuites judiciaires? Écoutez, soit M. Fillon se considère, encore une fois, comme innocent et il n'a pas de raison de retirer sa candidature, soit il se considère comme M. Leroux comme coupable, et à ce moment-là, il en tire les conclusions. Marine Le Pen, le débat de lundi soir, il y a eu deux petites anecdotes. Vous vouliez, c'est vrai que lorsqu'il y a eu interruption dans le débat, vous souhaitiez pouvoir vous asseoir pour la seconde partie. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire que je suis une femme. Oui. Ça ne vous aura pas échappé. Oui. Bon, et donc je porte des talons, ça vous a pas échappé non plus. Alors quelque part, tous ces hommes qui étaient à plat probablement ont moins souffert de ces 3 heures. C'est vrai qu'ils ont refusé de vous accorder parce que vous voulez. Non, c'est c'est faux. totalement faux. Bon, Non, non, d'accord. non, non. Bon. Il nous avait laissé la possibilité Oui. éventuellement d'avoir un tabouret en deuxième partie. Bon, je ne l'ai pas réclamé, Vous mais ne receviez pas de SMS, vous? non. Et c'est vrai que François Fillon recevait des SMS, vous Oui. l'avez remarqué ou pas? Oui, oui, il était en face de moi.
Ah bon? C'est assez incroyable, mais... C'est-à-dire? Bah, il a passé au moins la première partie du débat à lire ses SMS ou envoyer des SMS. Bon. Bien, parlons de du financement de votre campagne. Vous avez trouvé l'argent finalement ou pas? On va parler un peu de fond à un moment donné ou pas? Bah, il Non. est 35, Marine D'accord. Le Pen. Bon, ok. Nous sommes là jusqu'à 9h30, puis Quand j'aurai trouvé l'intégralité du financement, je vous en informerai. vous ne l'avez pas trouvé aujourd'hui. Non, pour l'instant non, mais j'ai bon espoir. En France? Non, bah bien sûr que non, puisque les banques françaises À l'étranger? ne souhaitent pas prêter Enfin, ça pose encore À une quel fois endroit? un vrai problème. Et je vous le dirai quand je l'aurai Bah, vous signé. avez des pistes. Oui, j'ai des pistes, oui, plusieurs même. Les banques vous répondent. Est-ce que vous salariez donc Monsieur Chatillon? Mais non, quoi, c'est pas possible. Oui, et Ah oui. Et non, mais je vous pose la question. Je peux vous poser la question. Non? Et bien vous sûr, pouvez mais non, mais répondre. écoutez, monsieur Bourdin, Marine Le Pen. bien sûr, vous pouvez me poser la question, mais honnêtement, combien de pourcentage de Français sont intéressés par cette question? C'est ça. Mais c'est pour ça on va pas s'y attarder. Si Voilà. vous avez une réponse rapide, on s'y attardera pas. Bon, moi, ça y est, je vous ai répondu. Bon, ben, ancien chef du GUD, syndicat étudiant antisioniste, anticapitaliste d'extrême droite. Dites-moi, Je monsieur, pose la question. dites-moi, monsieur Bourdin, Oui, est-ce qu'il y a Marine des Le Pen. gentils anciens du GUD et des méchants anciens du GUD? Je dirais, je vous pose simplement la question. Je Non, ne mais dis moi, pas je- s'ils sont non, mais moi, gentils je ou vous pose la méchants. question parce que Ça ne me regarde vous pas. savez qu'il y a eu- Je ne le connais pas. Il y a Vous eu, mieux il y a que eu- moi. il y a eu beaucoup de ministres qui étaient des Oui. anciens du GUD, Oui. vous le savez, hein. Peut-être, oui. Monsieur Longuet, etc. Et puis il y en a une autre, hein, Madame Anne Méot, la grande prêtresse de la communication qui est aux côtés de Monsieur Fillon, c'est aussi une ancienne du GUD. Bon, bah vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à en sortir. Un tiers des élus municipaux au Front National ont quitté leur mandat, c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. C'est faux? Non, c'est faux. Un certain nombre ont changé de région et ont donc démissionné de leur mandat car ils ne pouvaient plus l'assurer, mais ils ont été remplacés par leur suivant de liste. Voilà. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns qui se sont rendus compte que ce mandat de conseiller municipal d'opposition était un mandat extrêmement exigeant, très difficile. C'est très difficile. C'est peut-être le mandat le plus difficile qui existe en France, conseiller municipal d'opposition. Je vous rappelle d'ailleurs, merci de me permettre d'en parler, puisqu'il y a eu la réunion des maires de Des France. maires hier, oui. Moi je compte dans mon projet, vous le savez, baisser le nombre de députés, baisser le nombre de sénateurs, et je compte donner un véritable statut Supprimer les régions. et augmenter la rémunération des maires. Car le maire, c'est vraiment l'élu de proximité que les Français apprécient d'ailleurs le plus. C'est celui sur lequel s'exerce le plus la démocratie de contrôle, puisqu'il est au quotidien. Bien souvent, dans l'immense majorité des communes, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Or, je pense qu'ils ne sont pas indemnisés comme ils devraient l'être. Et donc, les économies qui seront faites en baissant le nombre de députés et de sénateurs permettront de pouvoir revaloriser ces indemnités et ce statut des maires, et notamment des maires de villages et de petites villes. Parlons de l'Europe. Vous voulez parler du fond? Vous voyez, on y vient. J'y viens. Parlons de l'Europe. Si la France quitte l'Union européenne disparaît ou pas? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle se transforme. Oui. Je ne souhaite pas le chaos, monsieur Bourdin. Je ne le souhaite pas. Dans Je un pense premier qu'il temps, peut. c'est vrai. Je veux dire, J'ai regardé votre programme je pense de près. qu'il peut arriver le chaos en réalité parce que nos dirigeants refusent de voir la réalité qu'annonce pourtant l'ensemble des économistes et même d'un grand nombre de politiques, à savoir que l'euro, qui a été le socle fondateur de l'Union européenne, n'est pas viable. Voilà, il ne survivra pas. Donc soit il s'écroulera dans le chaos, soit il faut constater que tout ce qu'on nous avait annoncé n'a pas fonctionné. L'euro n'a pas apporté la croissance, il n'a pas apporté le pouvoir d'achat, il n'a pas apporté l'emploi, il n'a rien apporté de tout cela. Il a apporté des divergences de plus en plus importantes entre les pays, des problèmes de compétitivité très lourds au sein même de l'Union européenne. Il n'a pas constitué cet espace protégé de la concurrence internationale déloyale, puisqu'il n'y a plus de droits de douane en réalité aux frontières économiques de l'Europe. Il n'a pas apporté la sécurité, puisqu'il est incapable de maîtriser les flux migratoires. Donc quand quelque chose ne fonctionne pas, il y a deux moyens. Il y a soit on arrête, on divorce en quelque sorte à l'amiable, sans casser la vaisselle, soit on modifie tout cela et on transforme l'Union européenne en une Europe des nations et des libertés, c'est-à-dire une Europe des coopérations où chaque nation récupère sa souveraineté essentielle. Bien, donc c'est très simple. Hein. Dans un premier temps, vous ne quittez pas l'Union européenne, on est bien d'accord, mais si nos partenaires européens ne vous écoutent pas, eh bien, vous organisez un référendum.
Mais je crois c'est que, très clair. vous voyez, je crois que mon Oui. élection sera une grande chance. Bon. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de pays qui souffrent énormément de la situation, mais qui n'ont peut-être pas le leadership en Europe pour pouvoir s'opposer à l'Union européenne. Et moi, je suis convaincu que si je suis élu demain présidente de la République, beaucoup de pays, eh bien, viendront à cette table des négociations pour dire, bah, écoutez, nous aussi, on n'en peut plus. Nous aussi, on n'en peut plus de l'euro. Nous aussi, on n'en peut plus de l'ouverture totale des frontières. Nous aussi, on veut arrêter Schengen. Et donc, cette négociation, je suis convaincu qu'elle aboutira. La France quitte l'Union européenne. Vous avez une économie de 8 milliards d'euros, c'est cela, hein? Alors d'abord, permettez-moi de vous dire une chose. Oui, Entendez bien quand même la démarche qui est la mienne. oui. Je considère que la sortie de l'Union européenne est évidemment un choix extrêmement engageant pour la France. Et c'est la raison pour laquelle je veux mettre en œuvre un référendum. Je veux que ce soit les Français qui décident. Voilà. Moi, je ne prendrai pas de décision brutale sans avoir eu l'autorisation par les Français. C'est en quelque sorte une sécurité pour eux. Alors même que par le passé, des référendums ont été organisés et que l'avis des Français n'a pas été respecté. Donc je négocierai pendant 6 mois. Quelle que soit l'issue de la négociation, il y aura de toute façon un référendum pour que les Français valident la négociation ou prennent une autre Et décision. vous partez, effectivement, si les Français vous disent non. Mais bien sûr. Marine Le Pen, donc nous quittons l'euro, nous abandonnons cet euro, nous quittons l'Union européenne, imaginons, 8 milliards d'euros sur un budget de la France de 400 milliards d'euros, ça représente assez peu la contribution de la France à l'Union européenne, l'économie faite est minime. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Nous récupérons le franc, Oui. les Un nouveau taux franc. d'intérêt augmentent, Pourquoi? nous empruntons sur des marchés. Pourquoi? Pourquoi selon vous? Mais pourquoi? Mais moi je vous pose la question, pourquoi? Non, mais moi je vous dis, ça je vous dis que... Pourquoi est-ce que les marchés financiers nous feraient confiance? Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi ils nous feraient confiance? Continueraient à nous faire confiance? Pardon, monsieur Bourdin. Pourquoi ils nous font confiance aujourd'hui? Alors que nous avons 2200 milliards d'euros de dettes, alors que nous avons 7 millions de chômeurs, alors que Mais nous empruntons à quel taux aujourd'hui? alors que la désindustrialisation est catastrophique. Vous savez, ce que veut un prêteur, c'est qu'on le rembourse. Donc il a tout intérêt à ce qu'une économie aille mieux. Aujourd'hui, le prêteur nous fait confiance encore, Marine Le Non, c'est Pen. pas qu'il nous fait confiance, c'est qu'il y a tellement d'argent, si vous voulez, dans le monde qu'il faut bien de toute façon prêter à un certain nombre de pays. D'ailleurs, monsieur Bourdin, Oui. on nous dit en permanence que l'euro est la raison pour laquelle il y a des taux d'intérêt bas. C'est faux. Les taux d'intérêt sont bas dans le monde entier. Voilà, c'est ça la réalité. Donc ça n'est pas un bénéfice de l'euro. Donc de la même manière que ça n'est pas l'euro qui fait baisser les taux d'intérêt, ça n'est pas le nouveau franc qui les ferait monter. D'ailleurs, je vous indique qu'un certain nombre d'économistes déjà tirent la sonnette d'alarme en disant, même avec l'euro, il risque d'y avoir une augmentation des taux d'intérêt. Et ce sera mondial, ce ne sera pas uniquement pour la France. Quoi ou pour qu'il les pays arrive, la européens. France sera soumise au marché, quoi. Marine Le Pen, si j'ai bien compris. Je pense que le meilleur il y a un moyen pays- qu'il ne vous soit avez pas pris un soumise au exemple. marché, le meilleur Oui. moyen pour qu'il ne soit pas soumise au marché, très honnêtement, Non. c'est de franciser la dette en Les réalité. risques, c'est l'inflation. Mais Les non. risques, c'est la perte de pouvoir d'achat pour les Français, les citoyens français. Alors, allons au bout de ça. allons-y. Pourquoi? Au bout, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de risque? Alors, moi, je Moi, veux c'est dire- pas, ne me posez pas de questions, c'est moi qui vous. Mais non, Pourquoi mais est-ce qu'il n'y a pas de risque? parce que j'entends, si vous Pourquoi? voulez, asséner ce genre d'argument depuis des mois et des mois. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de risque, alors? Sans que jamais Alors, il y donnez-moi vos ait arguments. une explication à côté, parce que ces arguments ne tiennent pas la route. Le danger aujourd'hui pour les Oui. épargnants, c'est la loi Sapin 2, c'est la loi sur l'union bancaire. C'est-à-dire que si demain il y a une faillite d'entreprise, de banque, pardon, et ça peut arriver une faillite de banque, hein, car il y a un certain nombre de banques qui se portent très mal, y compris des banques allemandes d'ailleurs, eh bien cette loi oblige à ce qu'on aille pomper dans les comptes des déposants avant d'autoriser l'État à venir soutenir la banque. Voilà. Donc ça, c'est un grand danger pour les épargnants. Ça, c'est un grand danger pour les comptes en banque de nos retraités et de ceux qui ont un petit pécule en banque. Moi, je suis désolé, mais je trouve que le fait que l'État, et c'est mon opinion, doivent pouvoir venir au soutien des banques, et c'est la raison pour laquelle moi je m'engage à
préserver l'épargne des Français. Avec moi, l'épargne des Français ne risquera rien parce que s'il y a une défaillance bancaire, eh bien l'État viendra en contradiction avec les règles imposées par l'Union européenne sauver justement cette épargne. Je m'y engage. L'État viendra sauver à condition qu'il ait les moyens de sauver cette épargne. Enfin, nous avons quand même... Marine Le Pen. Non, mais nous avons quand même... Je suis désolé, surtout avec un État endetté comme il l'est aujourd'hui. Non mais moi je suis désolé de vous dire Et avec que des marchés financiers qui tourneront le dos à la France. Non, ils ne tourneront pas le dos à la France. Eh bien, j'espère. Dans tous les cas, il y a un exemple. Vous prenez l'exemple, je ne vais pas faire de prévision là. Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne, parce que vous brandissez souvent l'exemple de la Grande-Bretagne. Je regardais le dernier chiffre du mois, le mois dernier, le mois de février, 2,3% d'inflation. Que disent les prévisionnistes? Ben oui, les chiffres officiels, pardon. Que disent les prévisionnistes? 3% d'inflation sur l'année. Oui, sur l'année 2017. La Grande-Bretagne, que je sache, n'est pas dans l'euro. La Grande-Bretagne a sa propre monnaie. Mais monsieur Bourdin, il y a quand même quelque chose qui m'épate. Allez-y. Vous êtes en permanence sur cette idée d'inflation. Vous êtes complètement, comment dire, vous savez pourquoi? Vous êtes pollué. Non, mais je vous dis, vous êtes pollué. Mais quand l'inflation est forte, les prix augmentent. Écoutez-moi, vous êtes pollué par l'idéologie de la BCE. Mais je suis pas pollué. La BCE, je regarde les fins de mois des Français et Marine Le Pen. La BCE s'est donnée comme règle de lutter contre l'inflation. Voilà, c'était sa règle. Tout le monde a contesté cela. Tous les peuples, tous les pays contestent cela en disant ça ne peut pas être la règle majeure. Il faut toujours un peu d'inflation. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que très honnêtement, quand il n'y a pas d'inflation, c'est surtout bon pour les banquiers. D'accord? Parce que un peu d'inflation, c'est pas obligatoirement quelque chose de catastrophique. Ça fait baisser d'ailleurs le poids des emprunts qui ont été faits. Ça augmente les prix. Non, mais pardon. Nous n'avons pas d'inflation depuis maintenant un certain nombre d'années. Est-ce que notre économie va mieux? Je ne parle pas d'économie, je parle des prix. Est-ce que les prix ont fortement augmenté en France? Les prix ont fortement augmenté quand on est passé à l'euro. Non. Pardon? Non. Alors moi je vous dis, et je le dis solennellement à cette antenne, les prix ont explosé lorsqu'on est passé à l'euro. Voilà. Ça, c'est une réalité qui a été camouflée. Ah bah dans un premier temps. Enfin, ce qui valait 1 franc valait 1 euro. Ça vaut toujours 1 euro ou 1 euro 2 ou quelque chose. Ça, c'est pas possible. Non seulement nous risquons de voir les prix augmenter, mais je vous pose une autre question. Vous voulez taxer les produits importés de 3%, c'est bien cela? Oui, c'est cela. En plus? Oui. Vous faire augmenter les prix de nombreux produits, on est bien d'accord? Pourquoi? Ben non, je sais pas pourquoi. Bon, alors je vais vous dire. Moi, je veux créer une contribution sociale à l'importation de 3%. Oui. Parce que je veux rendre du pouvoir d'achat aux Français. Parce qu'en réalité, le montant que je récupérerais avec ces contributions sociales, je le distribuerais à ceux qui, salariés et retraités, gagnent moins de 1 500 € par mois. Ça va représenter pour eux 180 € par mois de pouvoir d'achat supplémentaire. Donc ça, c'est urgent parce que les salaires et les retraites pour beaucoup de nos compatriotes sont trop faibles. Une contribution sociale à l'importation de 3%, les Français ne la verront même pas passer. Pourquoi? Parce que bien souvent, ce qui est importé, c'est de la matière première et qu'en réalité, la matière première représente un pourcentage très minime du prix final. Bon, j'ai une dernière question, 2 questions encore sur ce sujet, puis on va passer à autre chose. Mais imaginons la France seule. Est-ce que nous résisterions face à l'Allemagne regroupée avec tous les pays du Nord, les Pays-Bas, la Belgique? Franchement. Franchement. Mais la France est un grand pays très puissant. Il faut arrêter de dire qu'on est faible, tout petit, tout seul. Non, avoir sa monnaie, c'est pas être seul. Il y a 95% des pays du monde ont leur monnaie et ils sont pas seuls. Je rentre du Tchad. J'ai eu une grande conversation avec le président du Tchad. Le président du Tchad, il est pour la souveraineté du Tchad. Et moi, je le comprends parfaitement. Eh bien, il veut avoir sa monnaie. Il ne veut plus du franc CFA. Il veut sa propre monnaie parce que lui, il sait, comme beaucoup de pays africains, que la monnaie, eh bien, c'est un élément essentiel de la souveraineté. Marine Le Pen, vous avez brandi un graphique lors de ce débat qui était faux. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un mensonge de Décodex du Monde. Ah bon, pourquoi? Parce que ce graphique... L'indice de base, c'est 100. Oui. On est bien d'accord. Oui. Année 2001. Non, 2010. Mais oui, vous avez pris et alors l'année 2001. C'est normal, monsieur Bourdin. Le calcul n'est pas le même. Non mais écoutez, monsieur Bourdin, moi ce que je veux démontrer, c'est on me dit que l'euro n'a aucune influence sur la production industrielle. Donc je prends l'année 100 de 2000 pour démontrer que l'euro a eu une influence. Oui. L'euro a eu une influence. De la France, de l'Italie et de l'Espagne. Mais on est bien d'accord. Mais écoutez, monsieur Bourdin, ça ce sont des chiffres de l'OCDE.
personne ne les a contestés. L'Allemagne est repartie. La France s'est stabilisée, a stabilisé sa production. Non, après 2008, non. après la crise de 2008, ça n'a rien à voir avec l'euro. La crise est venue des États-Unis, Marine Le Pen. Bourdin, monsieur Oui, Bourdin. oui. L'euro a une influence majeure sur les différentiels de compétitivité entre l'Allemagne et la France. Et je voudrais vous demander quelque chose, puisque je suis en face de vous, monsieur Bourdin. Vous avez organisé il y a quelques jours un débat sur l'euro. Est-ce que vous pourriez juste inviter un économiste qui est pour le retour? Oui, il y a eu un débat sur l'euro qui a été organisé avec que des gens qui sont pour l'euro. Alors, est-ce que vous pourriez... Alors voilà, moi je vous donne... Non mais monsieur Bourdin, adressez-vous à la direction de BFM TV. Je vous donne 188 économistes, hein, c'est une liste qui remettent en cause l'euro. Alors je vous le donne. Dites-moi, vous pourriez même inviter monsieur Sapir. Vous parliez de production donc industrielle, on est bien d'accord. Vous n'avez pas pris l'exemple de la Grande-Bretagne encore une fois. C'est dommage, non? Parce que la production industrielle de la Grande-Bretagne n'a pas plus augmenté que la production industrielle de la France. Or, la Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro. Mais d'accord, mais alors, vous voulez qu'on joue à ce genre de... Mais non, mais pourquoi j'aurais mis la Grande-Bretagne? Puisque précisément, moi, je veux montrer que l'euro a entraîné une divergence entre l'Allemagne et les pays du Sud auxquels... Bon, ce groupe auquel nous appartenons. Alors moi, je vais vous donner un autre chiffre. Depuis 2007, on va prendre l'exemple de la Suède et de la Finlande, parce que leur économie se ressemble énormément. Eh bien, la Suède, qui a refusé l'euro par référendum en 2003, comme vous le savez, a eu une croissance depuis 2007 de 15%. Et la Finlande, qui est dans l'euro, a eu une croissance de 0%. Donc oui, je dis, l'euro est un problème majeur pour retrouver de la croissance, pour recréer de l'emploi dans notre pays. Et nous avons besoin d'avoir une monnaie qui est adaptée à notre économie. Aujourd'hui, la monnaie, chacun le dit, le FMI le dit, l'OFCE le dit, est une monnaie qui est surévaluée par rapport à notre économie. Et avoir une monnaie surévaluée, eh bien, c'est manquer d'oxygène. Et c'est exactement ce que subit la France. Pourquoi est-ce que vous avez refusé de débattre avec Emmanuel Macron ici même? Parce que c'était sur BFM. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que vous choisissez les chaînes sur lesquelles... Ah, je fais exactement ce que je veux, car moi aussi je suis une femme libre, monsieur Bourdin, vous voyez. Il n'y a pas que vous. D'ailleurs, vous êtes là, sur BFM, ce matin. Voilà. Hein, vous avez refusé de débattre. Peut-être viendrez-vous entre les deux tours. Mais je crois qu'il y a un débat qui va s'organiser sur une autre chaîne. Oui, bien sûr, mais il peut y avoir un premier débat la première semaine, le matin. Parce que vous débattez toujours le soir, mais... Pensez aussi à celles et ceux qui sont là le matin. Mais écoutez, je vais vous dire, ça me pose aucun problème parce que moi je suis pas du soir, je suis plutôt du matin. Donc avec grand plaisir. Vous viendrez, très bien. Est-ce que vous nous soupçonnez, parce que les attaques, vous savez, ça nous a fait mal. Je vais vous dire, Marine Le Pen, ça nous a fait mal. Je vous le dis. Je vous le dis, nous qui travaillons ici... Mais vous croyez pas que ça nous fait mal, nous, de nous voir insultés, diffamés en permanence? Ce matin, sur RMC, Monsieur Dosière m'a diffamé gravement. Monsieur Dosière il a eu dit ce qu'il a envie de dire, c'est son problème, c'est pas le mien. Il a eu un comportement de voyou. Voilà. Bon, vous croyez pas que nous aussi, on trouve ça insupportable de voir la différence de traitement qui existe entre les candidats et Monsieur Macron, qui a l'air d'avoir systématiquement... Où est la différence de traitement, Marine Le Pen? Il y a une évidente différence de traitement. Et je vais vous dire, les Français le ressentent. Il y a eu un sondage qui est intervenu. Tous les Français, et plus d'un Français sur deux, se sont rendus compte qu'il faisait l'objet d'une sorte de complaisance systématique de la part des médias. Mais où est la complaisance? on va pas non, mais Marine Le Pen, je vais pas non plus discuter de ça indéfiniment. Mais les attaques sont des attaques que vous portez sur le groupe, très bien, mais vous portez aussi des attaques sur tous les journalistes de BFM qui travaillent ici, sur moi aussi, Bon, mais moi, c'est pas important. J'ai le cuir tanné. Vous savez ce que ça révèle, ça? Je parle de celles et ceux qui travaillent ici. Vous savez ce que ça révèle, ça, monsieur Bourdin? Ça révèle quoi? Que les journalistes ne supportent pas d'être critiqués. Mais bien sûr qu'on supporte d'être critiqués. J'ai lu un article dans le journal. Attendez, j'ai lu un article dans le journal du soutien de monsieur Macron, monsieur Berger, bon, Le Monde, qui explique que le fait de critiquer les journalistes, c'est être contre la liberté de la presse. Non mais je rêve. Ah mais c'est monsieur Berger. Laissons-lui ses propos. Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais vous avez fait des allusions. Enfin, je voudrais donner des chiffres. On va pas s'éterniser. Je suis bien d'accord. Oui, vous êtes bien rattrapé. BFM TV. C'est bien, là, depuis 15 jours, vous êtes un peu rattrapé, c'est bien. Pas depuis 15 jours, depuis le 1er février, Marine Le Pen. BFM TV, Fillon 23%, Hamon 22%, Le Pen 17%, Macron 16%, Mélenchon 12%. Mélenchon est en retard, c'est vrai, sur BFM TV et sur RMC. Et pourquoi M. Hamon a plus de temps de parole? Fillon 21%,
sur RMC, Hamon 20, Macron 15, Le Pen 14, vous êtes ex aequo avec Macron, toujours d'ailleurs. Et Mélenchon 10, qui a toujours du retard. Pourquoi, M. Bourdin? M. Macron, il n'a jamais présenté aucun candidat aux élections. Jamais. Or, je suis désolé, mais dans les temps de parole, on tient compte des sondages, certes, mais on tient compte aussi des résultats des anciennes élections. Moi, je suis désolé, j'ai été le premier parti de France aux élections départementales, aux élections régionales, aux élections européennes. Pourquoi je me retrouve en 4e position? Pourquoi je ne suis pas en première position devant M. Hamon, devant M. Fillon? M. Hamon, qui est le représentant du PS, qui a fait des scores déplorables aux dernières élections et qui est au fond du trou dans les sondages. Pourquoi ce parti pris, M. Bourdin? C'est une vraie question, effectivement. Je peux vous dire, c'est pas un parti pris, Marine Le Pen. En tout cas, nous sommes le 23 mars. Voilà, vous allez vous rattraper. Tout sera équilibré. Je peux vous le dire. Ben voilà, comme ça, vous n'aurez plus. Eh bien, tant mieux. N'était-ce pas de la posture? Mais vous savez, non, c'est pas du tout de la posture. Hein. Je vais vous dire très clairement, c'est une conviction. Est-ce que c'est du niveau d'une candidate à la présidentielle? Ah, poser la question du conflit d'intérêt, c'est tout à fait au niveau d'une candidate à la présidentielle. Où est-il le conflit d'intérêt? Parce que je veux bien que vous le pensiez, mais où est-il? Le conflit d'intérêt, il est dans les relations qu'entretiennent M. Macron et M. Drahi, votre grand patron. Quelles relations? D'accord. Où sont-elles? Vous savez, vous êtes certain que M. Drahi vote pour M. Macron? Bah écoutez, je sais pas, mais vous êtes certaine de cela ou pas? C'est que le patron d'Altis, qui appartient au groupe de M. Drahi, a quitté Altis pour aller faire la campagne de M. Macron. Mais pas du tout, monsieur. Vous voulez que je vous dise? Parce que vous ne connaissez pas. Monsieur, non, je connais très bien. Mais non, vous ne connaissez pas la réalité des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Mourad a quitté le groupe. Et le groupe souhaitait qu'il quitte le groupe. On est bien d'accord. Qu'a-t-il fait, monsieur Mourad? Il est allé dire qu'il avait rejoint M. Macron, mais auprès de M. Macron, personne ne l'a jamais vu. Bon, alors il faut quand même que ceux qui nous écoutent entendent ce que je vais dire. Alors allez-y. M. Drahi a bénéficié de la part de M. Macron de l'autorisation de racheter SFR, alors que M. Montebourg, qui était ministre avant lui, s'y était très vivement. Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, Vivendi avait annoncé son intention de vendre à Numéricable. Avant l'arrivée de M. Macron. Mais c'est M. Macron qui a donné l'autorisation, et vous le savez pertinemment. Donc moi je pense qu'il y a des conflits d'intérêts. Je pense que M. Macron est le candidat des intérêts privés, il est le candidat des intérêts particuliers. Ça a d'ailleurs été démontré avec son conseiller santé, qui est un des grands lobbyistes de Servier et qui a fait intégrer dans le programme de M. Macron le remboursement. Non, mais c'est le remboursement des médicaments contre l'hypertension, qui, comme par hasard, est justement un domaine dans lequel le laboratoire Servier fait... Ça n'a rien à voir avec nous. Non, sommes rassurés. Non, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments. Vous croyez qu'avec mon portable, je reçois des ordres de M. Drahi? Franchement. Oui, je crois effectivement que... Vous croyez ça? Je crois que les gens qui sont propriétaires des journaux et des radios ont une influence sur la ligne éditoriale. Vous croyez ça? Oui, je le crois. Sincèrement? Oui, je crois qu'ils ont... Vous croyez ça? Je crois qu'ils ont une influence sur la ligne éditoriale. Oui. Bon, ça me laisse pantois. Il est 8h57. Nous allons répondre aux questions de nos auditeurs. Vous allez répondre aux questions de nos auditeurs entre 9h et 9h30. Vous êtes sur RMC et vous êtes sur BFM TV.